Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. L'éducation exclusivement positive peut-elle être nocive pour nos enfants? C'est en tout cas ce que dénonce un collectif de 350 spécialistes de l'enfance. Nous recevons deux d'entre eux dans quelques instants pour notre question du jour. Lutter contre les inégalités scolaires et prévenir le décrochage de jeunes en difficulté, c'est le but de l'association Banlieue School. Sa fondatrice nous explique tout en deuxième partie d'émission. Enfin, Loïc Landreau vous emmènera en Afrique du Sud dans sa chronique Vue à l'étranger et vous verrez que certaines écoles du pays sont laissées à l'abandon et que c'est le système éducatif tout entier qui est paralysé. Mais tout de suite, place à la question du jour. L'éducation exclusivement positive peut-elle être nocive pour nos enfants? On en parle tout de suite. Bonjour Dr Huer. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici sur le Grand JT de l'Éducation. Vous êtes pédopsychiatre et auteur de Comment l'école s'éloigne de ses enfants, paru chez Nathan. On avait déjà parlé ici, évidemment, livre très intéressant. Tous les deux avec Lénaïque Stephens que je reçois également. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Voilà, merci d'être avec nous, vous êtes psychologue clinicienne et donc tous les deux, vous avez signé une tribune, un collectif de 350 spécialistes de l'enfance l'ont signé également, dénonce une dérive de la parentalité exclusivement, entre guillemets, positive. Je dis bien exclusivement, entre guillemets, car le mot a toute son importance, Dr Huer. Bien sûr, c'est ça qui fait la différence dans les débats. Si on garde cet exclusivement, là, il va y avoir un vrai problème pour le développement de l'enfant. Par contre, si on trouve un autre adverbe un peu plus capable de concilier en même temps le fait de poser des limites à l'enfant et en même temps de prendre attention à ce qu'il raconte, à ce qu'il dit, à ce qu'il veut, là, ça va réunir plus de monde. Alors justement, si je reprends le début de la tribune, que je l'ai sous les yeux évidemment, tandis que la parentalité positive, donc il y a plusieurs phrases avant, et je cite, tandis que la parentalité positive allie deux vecteurs essentiels au développement de l'enfant, à savoir la bienveillance et la fermeté, la parentalité dite exclusivement, donc entre guillemets, positive, qui voit en toute fermeté, contrainte ou effort exigé, une forme de violence faite aux enfants qui gagnent donc du terrain. Lénaïque Stephens, une réaction par rapport à cela aussi? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le docteur. En fait, on reçoit aujourd'hui énormément de parents qui se questionnent sur leur modèle éducatif et qui sont perdus entre différentes injonctions. Et principalement l'injonction qui invite à l'oubli de la fermeté, du cadre, etc., au profit de la bienveillance. Sauf que être bienveillant, c'est quoi? C'est vouloir le bien de l'enfant. Et on sait que pour vouloir le bien d'un enfant, il faut aussi apporter du cadre, de la fermeté et tout. De la tendresse, de la chaleur humaine, de la présence permanente, évidemment. Ça, l'éducation positive nous apprend vraiment à mettre ça en place avec nos enfants, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, nos cabinets de consultation de psychologues pour enfants, de psychiatres, de pédopsychiatres, etc., nous montrent bien que les parents sont perdus dans cette injonction à l'éducation exclusivement positive. Alors, parents et enfants sont peut-être perdus aussi, parce que si le parent est perdu, l'enfant, il en est où? Si le parent est perdu, l'enfant est aussi perdu. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que les parents qui adoptent cette manière de faire qui est tout à fait discutable, critiquable et problématique pour le développement de l'enfant font ça et plein de bonnes intentions. C'est justement l'objet de notre débat aujourd'hui. Ils ne sont pas condamnables au niveau de leurs intentions. C'est au niveau de leur modalité de l'éducation que la question se pose. Et je prends un exemple tout simple. Si on met un bébé parce qu'on est très bien intentionné, qu'on veut lui laisser, dès les premières semaines de sa vie, tout un territoire pour qu'il puisse s'exprimer, se mobiliser, s'épanouir, on le met sur un lit de 2 mètres, sur 1,40 m. Qu'est-ce qui va se passer? Ce bébé va ramper. Si il va vers le vide, il peut tomber et se faire mal. S'il va vers le mur, coincé par des coussins légers qu'il a pu pousser avec son corps, il va pouvoir s'apaiser et s'endormir. Le besoin de limite allié au besoin d'exploration, c'est vraiment ça la clé. Et donc, quand l'enfant grandit, il a toujours besoin de ces deux fils, celui de la limite qui l'empêche de se mettre en danger, de se mettre en difficulté, et aussi celui de
l'exploration, de la curiosité, etc., qui est évidemment à soutenir. Alors, tout est parti d'une hypothèse exprimée par une représentante du Conseil de l'Europe qui déconseillait ce qu'on appelle le time-out, c'est-à-dire en fait de mettre à l'écart son enfant pour qu'il se calme, le fameux « va dans ta chambre » ou sort de cette pièce ou va au coin. En quoi cela vous a-t-il interpellé l'un et l'autre? Je voudrais faire réagir d'abord Lénaïque Stephens à ce sujet. Oui, alors en effet, le time-out est une méthode utilisée qui a été préconisée, qui l'est toujours par le Conseil de l'Europe. C'est une méthode non violente, bienveillante, qui protège l'enfant et le parent de ses propres réactions. C'est-à-dire que l'enfant qui parfois, comme vous le disiez très bien, est dans l'exploration, a besoin d'avoir une limite claire et ferme, instantanée. Et le fait de faire sortir l'enfant, de lui dire quand tu es comme ça, tu ne peux pas être avec nous. En réalité, c'est pas avec nous qui peut pas être nous, ses parents, mais c'est avec le reste du monde, en fait, ses profs, ses amis, ses futurs employeurs, etc. Donc le fait de demander à l'enfant de sortir permet de préserver aussi une certaine unité, une certaine harmonie, lui demander d'aller se calmer et ensuite d'aller chercher quelques minutes après. Alors j'entends, mais évidemment on se pose la question de savoir comment on doit agir. Est-ce que c'est pas non plus le parent qui, lui, finalement, se prémunit de ses attitudes à lui, c'est-à-dire du fait de s'énerver et de devenir trop violent par rapport à l'enfant? Alors, certains parents peuvent avoir peur de leur propre réaction, effectivement, qui risquent de déborder leurs intentions et la bienveillance qui les animait au départ. Mais là, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas confondre un acte, par exemple, fermer la porte de la chambre, l'enfant y étant rentré, sur la demande parentale, et les paroles. Un acte doit être pour l'enfant accompagné par des paroles. C'est-à-dire que s'il y avait juste, par exemple, des parents qui excédaient, disent rien à l'enfant, le prennent par la peau du cou, le mettent dans sa chambre et ferment la porte derrière lui, sans un mot, ça, c'est d'une violence extrême pour l'enfant. Oui, mais si on dit « va dans ta chambre », c'est une violence extrême aussi. Mais si on dit « écoute, désolé, mais là, vraiment, ça déborde. Donc, je vais te demander d'aller dans ta chambre, je vais t'y conduire, tu vas y rester un petit moment, le temps de te calmer. » Et on accompagne ça avec... parce que tu risques de te faire du mal, tu risques de t'énerver inutilement. Et quand tu es calme, tu reviens. Mais accompagné de paroles. Les actes doivent être accompagnés de quelques mots. Alors, docteur, vous êtes docteur et formidablement sympathique et calme manifestement, mais la plupart des parents ne réagissent pas comme ça. Je sais bien. Dans un moment de tempête, je sais bien. On n'a pas ces mots si doux, bien. On le sait, et ceux qui nous suivent, évidemment, rient aussi. Donc, comment... Mais ça offre du coup, ça ouvre la porte à la critique concernant des modalités de renvoi dans la chambre qui seraient des modalités violentes ou brutales sans un mot. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais je dis que... Alors après, il va falloir rattraper un peu les choses avec l'enfant. Je suis désolé, je me suis un peu énervé, mais il faut dire que tu as beaucoup contribué. Maintenant, ça y est. Vous êtes humain, vous me rassurez. Lénaïque Stephens, une réaction? Oui, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Les parents qui se lancent dans ce type d'éducation ont effectivement beaucoup d'intentions de tendresse, d'éviter le conflit, etc. N'oublions pas aussi que quand on devient parent, on a envie que ça se passe bien parce qu'on a plein de rêves d'unité familiale, etc. Mais on devient aussi parent en fonction de ce qu'on a reçu. Donc il y a certains parents aujourd'hui qui ont vécu des choses... simplement pas agréables, voire des situations relationnelles maltraitantes, etc. Donc, ils ne veulent pas reproduire ça. Donc, ils sont séduits par un discours un peu effectivement de bienveillance, d'exclusivité, d'éducation exclusivement positive, etc. Mais la réalité, vous proposiez au docteur de dire, bon, c'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, du coup, je vous invite aussi à prendre conscience que la réalité aussi de l'éducation positive, ce n'est pas celle qu'il y a dans les livres, et celle qu'il y a celle dont on nous parle dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de motifs de consultation chez les pédopsies, en tout cas moi dans mon cabinet, je sais qu'on est nombreux à le penser aussi, c'est des parents qui aujourd'hui disent en fait il faut qu'on règle le problème, parce que sinon, c'est nous qui allons déborder. On ne sait plus comment faire. Et moi, des parents qui disent qu'ils crient toute la journée, qui donnent des fessées, qui parfois même sont blessants narcissiquement pour l'enfant, etc. Alors que c'est évidemment pas ça qu'ils avaient décidé de faire quand ils sont devenus parents. Il faut prendre conscience de ce décalage. Je trouve que c'est important.
Oui, alors donc du coup, se pose forcément la question de savoir s'il faut aussi, alors j'allais dire soigner les parents, certes, peut-être certains les soigner, ou en tout cas prendre soin des parents eux-mêmes, parce que finalement, être bon parent, comme vous le disiez, tout le monde le souhaite. On souhaite tous donner une bonne éducation, la plupart en tout cas. La plupart souhaitent donner une bonne éducation effectivement à leurs enfants, être un bon parent, ce qu'on appelle un bon parent. Mais quelle est la méthode? Il y en a une méthode? Non, il n'y a pas de méthode, mais à partir du moment où des parents débarquent avec leur enfant en posant les questions de leur autorité, de la difficulté qu'ils ont à poser des limites, déjà, ils ont fait une démarche qui est tout à fait importante. Donc, il y aura tout un travail, quand on s'occupe d'enfants, on le sait bien, avec les parents. Ça ne veut pas dire qu'on va soigner les parents, mais on va les aider à mettre en résonance ce qui se passe pour eux comme réaction face à leur enfant qui déborde et ce qu'ils ont pu connaître eux-mêmes enfants. Qu'est-ce qu'ils auraient aimé étant enfants, que leurs parents fassent. Cette identification à l'enfant, cette opération qui les amène à se mettre à la place de l'enfant et à se souvenir de l'enfant qu'ils étaient, de ce qu'ils ont pu connaître comme mode éducatif, ça, cette opération-là va être extrêmement importante. C'est un travail extrêmement long, docteur. Non. Tu peux être à la place de l'enfant qu'ils auraient souhaité être. Non, ça va très vite. Tout le monde se pose la question, vous pensez? Non, on les aide. C'est notre métier à se remémorer ce qui se passait pour eux quand ils avaient l'âge de leurs enfants dans la relation à leurs parents. Et très vite, les souvenirs qui étaient enfouis reviennent et leur permettent de prendre une petite distance par rapport à l'actualité. Ça, je trouve que c'est vraiment tout à fait important. Sinon, leur enfant leur paraît une sorte d'étranger, étranger à toutes les expériences qu'ils ont pu connaître, alors même que bien souvent, c'est une répétition qui est en train de se jouer. Pour tous ceux qui nous suivent, on parle bien d'éducation positive, mais là, le débat, c'est sur l'éducation exclusivement positive. Lénaïque Stephens, j'aimerais revenir là-dessus. Est-ce qu'on doit dire non à un enfant, donc? Et de quel âge à quel âge ce fameux non est-il prioritaire, très important, primordial? Enfin, vous employez les mots que vous le souhaitez. Alors, c'est très intéressant, vous parliez tout à l'heure avec votre invité des besoins de l'enfant, enfin, non, du fait comment on était un bon parent. Moi, je dis toujours que nous, on est un bon parent quand on répond aux besoins de l'enfant en fonction de son âge, d'accord? Nous, les psys, on est les traducteurs des besoins des enfants et on explique ça aux parents. Donc, l'enfant, en fonction de son âge, a différents besoins. Entre 0 et 1 an, globalement, à peu près, l'enfant a besoin de tendresse, de présence permanente, etc. C'est un tout petit bébé, quoi. Donc, l'enfant a besoin de cette présence parentale très forte. Quand commence l'exploration du monde physique, mais aussi verbal, etc., l'enfant a besoin, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, de sentir aussi dans l'espace et avec les personnes qui l'entourent les limites de sa quête. De pouvoir en quelque sorte, d'accord? Donc c'est à ce moment-là que les parents vont dire il sait très bien qu'il n'a pas le droit d'ouvrir la porte du four, mais il l'ouvre 10 fois alors que je lui ai dit 10 fois de ne pas le faire. Ou les enfants jettent par exemple les petites cuillères de la chaise haute, ou les enfants vont mettre les doigts dans les prises, etc. Donc c'est vraiment à partir globalement d'1 an, 18 mois, en fonction de l'enfant. Encore une fois, il n'y a pas de normes, on ne peut pas vraiment faire de généralité, etc. Quoique la pédopsychiatrie de l'enfant nous donne quand même beaucoup de repères. Dans ces dernières années. Et à partir de cet âge-là, l'enfant, quand il explore, qui va découvrir un peu le monde, a besoin aussi de comprendre les limites de ce monde-là. Ça fait partie de son exploration, en fait. Mais alors lui, l'exploration dont vous parlez, effectivement, l'enfant teste en permanence. J'ai eu des enfants, vous en avez eu manifestement. Tous ceux qui nous regardent le savent aussi. Effectivement, l'enfant va tester, vous prenez l'exemple du four, tester le four plusieurs fois. D'accord, bon, ça que l'enfant teste, on le sait. Maintenant, on parle du rôle des parents aujourd'hui, justement de savoir s'il faut dire non. Quelle est votre réponse par rapport à ça, docteur Hubert? Quand il teste l'enfant, il cherche à vérifier si les adultes sont fiables. C'est-à-dire que si ce qu'ils disent tient la route. Ou est-ce que, en poussant un peu le bouchon plus loin, on va faire apparaître la réponse inverse. Mais on n'est pas fiable, docteur, on le sait. On n'est pas complètement fiable en tant que parent. On tend à l'être, on aimerait l'être, on souhaiterait l'être. Il ne faut pas oublier que le non, parce que vous partiez de cette question, oui. Pouvoir dire non, c'est la première étape avant de pouvoir dire oui. Si on n'a pas dit non, on ne pourra pas dire oui. C'est un passage obligé, comme si certains disent, et je pense que je peux les rejoindre, que si on n'a pas mordu, on ne pourra pas embrasser, on ne saura pas embrasser. Donc c'est ces étapes qui vont amener l'enfant à explorer un peu la manière dont les adultes de son environnement réagissent. Réagissent de manière violente, ça n'ira pas. Réagissent de manière trop tolérante, il n'y a plus de limites, il ne va pas pouvoir se construire. Donc comment ils vont pouvoir réagir de manière adaptée, progressive? Évidemment, vous allez me dire encore, c'est un idéal que personne ne peut atteindre, mais comme toujours, l'idéal sert de point de repère sur lequel on peut à peu près se positionner, en sachant qu'évidemment, on n'y sera pas.
Pour tous les défenseurs donc, de l'éducation exclusivement positive, est-ce qu'on peut craindre le fameux enfant roi? Oui. C'est-à-dire l'enfant à qui on n'a jamais dit non, qui aura tout testé et qui effectivement se sera fait bobo aussi, aura testé des choses un peu compliquées, mais finalement aura pu tout faire. Et surtout qui sera très malheureux, puisque c'est par l'apprentissage de ce que l'on peut faire ou pas faire qu'on va pouvoir vivre avec les autres, on va pouvoir vivre en société plus tard. Et la manière dont ça a pu se constituer, ces expériences premières, va être très déterminante pour la suite. Donc on va avoir des enfants qui vont, au fur et à mesure qu'ils grandissent, être extrêmement déçus par la vie, puisque dans la vie, ils vont, en grandissant et en sortant du cercle familial, rencontrer des limites, celles de l'école, celles de la cité, celles des rues, etc. Donc cet apprentissage est absolument nécessaire pour qu'il puisse ensuite grandir correctement. Sinon, il pourrait en vouloir largement à ses parents de ne pas l'avoir averti de ce qu'était le monde. Lénaïque Stephens, vous pensez que la fermeté finalement sécurise l'enfant? Ah oui, complètement. Ah, oui. Complètement. Je dirais même que certains enfants sont parfois angoissés parce qu'ils attendent ces limites-là. Et quand on leur donne, quand on fait le traducteur entre les besoins de l'enfant et les réponses parentales à apporter, et qu'on dit là, je pense qu'il a besoin plutôt d'être cadré, globalement, l'enfant s'apaise et a moins d'angoisse. Alors après, c'est compliqué de faire des diagnostics. On ne peut pas diagnostiquer tout le monde comme ça... Sans avoir rencontré l'enfant, mais je voudrais juste revenir sur ce que disait Patrice Huer par rapport à la morsure. Et quand on n'a pas mordu, on peut pas embrasser. Je trouve que cette image est très belle et très parlante. Et ce qui permet de pouvoir embrasser, c'est la réponse parentale. C'est parce que nos parents nous ont dit non, t'as pas le droit de mordre, et ça c'est interdit, que on arrive à embrasser. Et effectivement, vous disiez à plusieurs reprises, c'est difficile d'être parent, etc. Alors ça, c'est sûr que c'est très très compliqué, surtout aujourd'hui. C'est un métier. Certains disent que c'est un métier, un des métiers les plus difficiles. Effectivement, on le voit bien dans la clinique de nos consultations que c'est les parents sont démunis, ne savent plus comment faire. Mais il faut savoir, c'est pour ça aussi qu'on propose des méthodes comme le time out, etc. Qu'on propose des méthodes pour faciliter pour faciliter le quotidien des parents et pour leur dire qu'il existe des solutions. D'accord. Et le souci aussi dans une éducation exclusivement positive, c'est de donner de fausses solutions aux parents qu'ils ne peuvent pas mettre en place, et du coup les mettre en échec vis-à-vis de ça. Ça, c'est vraiment, je trouve, très important de savoir, de dire ok, il y a des règles, voilà ce que sont les règles de notre maison, voilà ce que sont les règles de l'école. Dans ces règles-là, tout est possible. Et il faut que tout soit possible. Mais quand on dépasse les règles, là, c'est plus possible. Alors, puisque vous parlez de l'école, justement, et ce qui nous intéresse aussi ici chez School TV, c'est de quelle manière, justement, les enseignants doivent-ils agir? Car là, on parlait du cadre de la maison, donc des parents, ce qui est très différent du cadre de l'école. Docteur Patrice Huer. À l'école, on voit bien que, par exemple, à l'école maternelle, l'enfant va explorer vraiment l'univers qui lui est proposé. Et certains, comme en Finlande, vont poursuivre même un peu au-delà, cette possibilité offerte aux enfants d'explorer l'univers. Ça ne veut pas dire qu'ils les laissent faire n'importe quoi. Le rôle de l'adulte reste tout à fait important comme vigile et le seul objectif va être éviter que l'enfant se mette en danger ou mette les autres en danger. C'est ça qui va être la limite principale. Tout le reste est explorable par l'enfant. Théoriquement, on en est loin parce que j'ai reçu plusieurs fois des familles qui venaient effrayées parce que leur enfant en moyenne section de maternelle ne savait pas lire et écrire et que l'enseignant avait conseillé de consulter. C'est aberrant. L'apprentissage par le jeu des relations aux autres va être essentiel. Donc là, il y aura une liberté qui doit être donnée, mais une liberté qui est bornée par des adultes qui veillent à l'intégrité de l'enfant et à celle des autres. Mais à vous écouter, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi la société qui est un peu... presque malade, en tout cas qui a beaucoup de mal en ce moment, et des parents qui sont perdus, et des enseignants aussi qui sont perdus. En fait, chacun veut faire de son mieux, mais alors comment faire pour conjuguer cela? C'est-à-dire qu'en fait, si à la maison, l'enfant, finalement, qui n'a rien demandé, qui est né sans rien demander, qui arrive dans ce monde, a des parents qui ne savent plus du tout comment réagir parce qu'effectivement, leur quotidien est trop difficile, et on leur dit, mais non, mais il faut que tu sois dans une parentalité exclusivement positive, soit dans le oui tout le temps, puis à l'école, tout d'un coup, non, il faut être dans la fermeté parce qu'il faut que tu apprennes de telle manière et pas de telle autre. Comment faire pour trouver son équilibre? C'est une nouveauté générationnelle. C'est la première ou la deuxième génération qui est confrontée à l'idée selon laquelle
ils ont tout à inventer dans l'éducation des enfants et que les modes d'emploi antérieurs sont à mettre aux oubliettes. Pourquoi on en arrive là ? Parce que, moi qui suis vieux, je peux le dire, en 68, la fin des années 60, les adolescents de cette période-là, devenant parents, avaient une certaine conception de l'éducation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, etc. Que leurs enfants ont tenté de corriger un peu dans ce qu'elle avait d'excessif. Et on voit ce mouvement de balancier qui s'opère. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est que le monde qui entoure la vie des enfants et des parents a totalement changé. Je pense en particulier au numérique et à tous ces outils nouveaux et à ces modes de communication nouveaux. Et que tout se passe comme si, parce que ce monde aurait changé, les points d'appui fondamentaux pour l'enfant et son éducation devraient être totalement à réviser. Or, l'enfant a toujours les mêmes besoins, lui, au fond. Ce besoin d'exploration et de liberté, et en même temps de limites. Donc ces besoins-là, ils sont toujours là. Simplement, ils vont devoir s'exercer autrement quand ils vont tapoter le smartphone de leurs parents, etc. On va peut-être pas les laisser aller sur n'importe quel site non plus. Ça paraît évident quand on donne des exemples caricaturaux ou excessifs. Et dans la vie quotidienne, on voit ce désarroi des adultes qui est vraiment un vrai problème pour les enfants. Je vois beaucoup d'enfants qui amènent leurs parents, sans le vouloir, en consultation pour que, je pense à un enfant qui fichait le bazar dans la pièce de consultation et au moment de partir, il laissait tout le bazar et ses parents disaient « Mon chéri, tu as bien joué ». Voilà. Mais ils n'avaient aucune idée de dire tu peux peut-être ranger maintenant tout ce que tu as dérangé. Donc j'étais amené là à faire de la pédagogie avec les parents pour leur dire qu'est-ce que vous pensez là de ce chantier que laisse votre enfant. Ah bah la maison c'est comme ça aussi, c'est sa liberté, etc. Bon, vous trouvez que c'est bien, mais j'ai un autre enfant qui va arriver en consultation. Vous pourriez peut-être l'aider à ranger. L'enfant attend ça, que ses parents l'aident à savoir ce qu'il convient de faire dans certaines situations. Toujours pareil, ce chemin étroit entre la liberté, l'exploration, le jeu, etc. Et en même temps, à un moment donné, il y a des limites, il faut ranger. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Lénaïque Stephens, vous aussi, vous rencontrez ce type de parents qui sont un peu démunis ? Oui, bien sûr. Les parents sont complètement démunis. Alors, ce qui est assez étonnant, j'imagine que vous, Patrice Huard, vous observez la même chose, c'est que les enfants sont très contents du système qu'on met en place pour ramener le cadre bienveillant, etc. Les enfants reviennent en consultation quelques semaines après et disent ma maman, elle m'a puni, mais papa, par contre, tu m'as pas trop puni. Ou papa, il m'a pas exprimé quand je débordais, etc. Et les enfants, en fait, sont reconnaissants qu'on leur apporte ces limites, encore une fois, parce que c'est leur besoin. Moi, je dis souvent aux parents, si votre enfant arrivait dans la pièce et vous disait j'ai vraiment besoin que tu me fasses un gros câlin, vous arrêtez tout, vous lui faites un câlin. Quand il arrive, qu'il chahute, qu'il met le bazar, qu'il fait du bruit, il vient vous dire j'ai besoin de limites, réponds à mon appel, tu as un rendez-vous pédagogique auquel tu dois répondre là. Et il faut de la même manière tout arrêter et répondre à ce besoin très criant de l'enfant, quoi. La différence, entre punir ou limiter, c'est pas la même chose. Limiter, empêcher de se faire du mal, empêcher de ficher le bazar qui va nuire à tous les autres, n'est pas punir. C'est simplement l'aider à remettre en place ce qu'il a pu déstructurer. Et c'est autre chose, c'est un service qu'on lui rend. Mais alors pourquoi aller vers ce besoin spécifique, effectivement, de l'éducation exclusivement positive ? Pourquoi on s'est posé cette question, finalement ? Parce que vous écoutez tous les deux, cela paraît quand même assez simple, finalement. L'éducation positive, telle qu'elle était, avec fermeté et bienveillance, au départ, avait fait sens déjà. Pourquoi avoir poussé cet extrême vers l'exclusivité du positivisme ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand on devient parent, on n'a pas envie d'imaginer à un moment une rupture d'empathie avec notre enfant. On s'imagine dans une forme de lien permanent, affectueux, chaleureux, etc. Or, quand l'enfant appelle les limites, on est obligé d'être dans cette rupture d'empathie qui est difficilement concevable. Donc, il y a ça. Il y a aussi, encore une fois, que les parents se réparent aussi en devenant parents. C'est-à-dire réparent des écueils, enfin des difficultés qu'ils ont pu vivre. C'est là le problème, non ? Et ils le réparent d'une manière peut-être un petit peu maladroite. Et en plus, les parents
il y a aussi la question, et ça je rejoins tout à fait, la question générationnelle dont vous parlez tout à l'heure, docteur, c'est que les parents aujourd'hui sont très influencés par les réseaux sociaux, d'accord ? Avant, on allait à la sortie de l'école, on discutait un petit peu, etc. Aujourd'hui, les parents discutent à la sortie de l'école, mais vont aussi sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas d'informations qui circulent, pas forcément par des vrais professionnels en plus de la santé mentale, du développement de l'enfant, etc., de la pédopsychiatrie, de la psychologie de l'enfant. Donc, il y a des fausses informations qui circulent et les parents, forcément, adoptent aussi ces mauvaises postures et ces mauvaises façons de penser, parce qu'il n'y a pas vraiment de solutions qui sont apportées avec cette éducation exclusivement positive. Mais en tout cas, c'est un chemin qui paraît, sur le papier en tout cas, facile. Parce que conflictuel, parce que doux, parce que complètement bienveillant, etc. La réalité est complètement l'inverse. J'entends Lénaïque Stephens. Docteur Huer, juste une réaction et après j'aimerais une dernière question à vous deux par rapport à l'école. Juste une petite image. Quand un enfant faisait une colère, un caprice, etc., et qu'il disait à son père ou à sa mère « je t'aime plus », au niveau des parents, grands-parents des générations précédentes, on disait bon, écoute, tu vas au lit, et puis voilà. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Moi, je vois des parents qui vont demander à consulter parce que leur enfant leur a dit je t'aime plus. Donc, on voit là vraiment une évolution et la recherche d'une réassurance sur l'amour dont ils bénéficient de la part de leur enfant, alors que c'est l'inverse que l'enfant attend, c'est-à-dire d'être assuré sur l'amour que ses parents lui vouent. Et là, on a une inversion. Comme quoi, il faut absolument que les parents, avant d'être parents, finalement, lisent et apprennent et se ressourcent par rapport à ce métier dont vous parlez, entre guillemets, qui les attend. On dit toujours qu'on demande toujours plus aux enseignants, particulièrement d'exercer leur métier de pédagogue et d'éducateur avec une bienveillance, donc excluant toute contrainte ou tout effort. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre, ou en tout cas faire apprendre, enseigner, sans cette notion de contrainte et d'effort ? Docteur Huer. Non, ça me paraît extrêmement difficile. Apprendre la grammaire ou l'arithmétique sans qu'il y ait quelques efforts, ça va être quand même très difficile. Même si par le jeu, on peut apprendre beaucoup de choses. Je pense que la difficulté pour les enseignants, c'est qu'ils sont chargés en même temps d'instruire et d'éduquer pour beaucoup. Et les parents vont s'appuyer dessus, donc les critiquer quand ils ne font pas comme ils le voudraient. Donc c'est pour ça que je propose entre autres qu'on appelle plus cela le ministère de l'Éducation nationale. Éducation, c'est trop vague, c'est trop large. Le rôle des parents est d'éduquer. Instruction, c'était très bien. Le ministère de l'Instruction publique, c'était une très bonne appellation. Lénaïque Stephens, une réaction aussi par rapport à l'école ? Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il y a 3 victimes un petit peu de ça, les enfants en premier, les parents en second, en deuxième, et ensuite les éducateurs, donc les maîtresses, les babysitters, les nounous, etc. Et le problème, c'est que les professeurs des écoles ont quand même comme mission d'inculquer, effectivement, comme vous disiez, de la grammaire, de l'arithmétique, etc. Et ils ne peuvent pas le faire si le terreau psychique de l'enfant n'est pas disponible à la contrainte et à la frustration, en fait. Apprendre sa grammaire, c'est beaucoup de frustration. Donc, si l'enfant est intolérant complètement à cette frustration et ne peut pas fournir d'efforts, ça va être quelque chose de très compliqué. Le problème, c'est que nous, on a 1, 2, 3, parfois 4 enfants. Les maîtresses, elles ont 30 enfants qu'elles doivent gérer en permanence. Et qu'elles doivent, si besoin, isoler quand ça devient trop dangereux pour la classe, mais tout en continuant à s'occuper de cet enfant-là, puis à gérer le groupe classe, etc. Donc c'est une mission impossible pour elles. Et elles sont, les maîtresses, les professeurs des écoles sont complètement débordés et démunis face à cette situation, face à le fait que les parents laissent ce chantier aux maîtresses. Il y a beaucoup de maîtresses qui disent aujourd'hui, c'est moi l'éducateur, et les parents ne le font plus, quoi. Laissons aux parents le loisir de reprendre leur fonction d'éducateur. Oui. Merci beaucoup, Patrice Huer, docteur Patrice Huer, d'avoir été avec nous. Je rappelle, votre dernier livre, vous en avez écrit beaucoup, mais un des derniers, Comment l'école s'éloigne de ses enfants, voilà, paru chez Nathan. C'était en avril 2021, j'ai vu, 22. Je crois, 22, voilà. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Lénaïque Stephens également, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne. On marque une courte pause aujourd'hui dans le Grand JT de l'Éducation et on se retrouve juste après.
Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT, je suis ravie d'accueillir Mona Amirouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous êtes la fondatrice de Banlieue School. Ça veut tout dire, là, une ONG qui lutte pour l'égalité des chances. Tant mieux, on en a besoin, l'égalité des chances, un vrai problème. Un concept magnifique que devrait offrir naturellement l'école et c'est loin d'être le cas. En effet, c'est loin d'être le cas puisque ce qu'on voit, c'est que les décrocheurs sont de plus en plus nombreux et avec la crise Covid, ça a augmenté. Augmenté parce que quoi? Parce que déjà pas accès à l'école et donc en fait les enfants chez eux, sans rien faire, un peu livrés à eux-mêmes? Absolument. Les élèves étaient seuls entre guillemets de leur côté. Les professeurs à ce moment-là aussi étaient peu à l'aise avec l'outil informatique. Et c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, on a lancé un dispositif de mentorat pour pouvoir accompagner justement ces jeunes et puis également les professeurs en réalité, leur permettre d'être soutenus, les parents aussi, puisque c'est toujours très embêtant, je dirais, de voir son enfant et de ne pas pouvoir l'aider lorsqu'il en a le plus besoin. Ne serait-ce que pendant l'orientation, c'est aussi la période de Parcoursup, c'est aussi la période des examens, même s'ils l'ont passé dans un autre contexte. Mais voilà, c'est des choses... on a dû agir rapidement, justement, pour leur permettre d'être accompagnés pendant cette période qui a été très, très compliquée. Et pourquoi cette période, pourquoi arriver au mentorat, en fait? Parce qu'effectivement, on aurait pu penser à plein de solutions qui sont l'accompagnement, effectivement, par les associations, la formation des enseignants, peut-être un suivi psychologique. Mais là, vous avez privilégié, justement, les entrepreneurs et tous ceux qui peuvent offrir une vision finalement pour ces jeunes? Oui, absolument. Il y avait des entrepreneurs, il y avait des salariés, il y avait pas mal de personnes avec des compétences différentes, qui avaient des métiers différents. Et l'idée, c'était de pouvoir dire aux jeunes qu'on allait leur permettre d'avoir un accompagnement personnalisé, une personne référente à leur côté, et de pouvoir être soutenu. C'est toujours mieux quand on a une personne à qui on peut parler, avec qui on peut partager. On peut aussi parler de ses doutes, demander comment va se passer la suite. Et l'idée, ça a été de se dire, tiens, si tu as envie d'être architecte, si tu as envie d'entrer dans une grande école, on va pouvoir te mettre en relation avec une personne qui est déjà passée par ce type de parcours, ce qui peut rassurer. Et ce qui peut aussi permettre aux jeunes d'avoir une vision, de se dire, tiens, je suis en train de réfléchir à des objectifs et de pouvoir justement trouver des solutions et d'avancer sereinement. Vous avez eu cette chance, Mona Amirouche, vous? Non. Non, je n'ai pas eu cette chance, mais j'aurais bien aimé l'avoir. C'est pour ça que vous avez pensé en fait à monter Banlieue School? Absolument. Vous avez grandi où? Alors moi j'ai grandi dans le 95, en banlieue parisienne. Où ça? Dans une ville qui s'appelle Daumont. Ouais, Daumont. Ouais. Et en fait c'était compliqué pour vous l'école ou comment ça se passait? Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été scolarisée à Daumont et ensuite à Sarcelles, dans le 95 également. Et du coup, en fait ce que j'ai pu remarquer c'était la différence de traitement
je dirais, au sein de l'école. Et surtout lorsque je suis passée du lycée en fait, à l'université, où là, je me suis rendu compte qu'en réalité, voilà, je n'avais pas forcément le niveau, un déficit de langage. Et du coup, ce qui nous amène en fait à nous poser des questions et à se dire je comprends pas, j'étais plutôt bonne élève, j'avais l'impression de parler correctement entre guillemets. Et là, je me rends compte que j'ai des difficultés et je suis pas au niveau. Et donc, je dirais que quand on est face à cette situation, on se dit mais qu'est-ce qui n'a pas été ? La différence de traitement au sein de l'école, c'est-à-dire de traitement entre les deux différentes écoles dans lesquelles vous avez été, différence de traitement entre chaque élève et chaque famille ? Ça veut dire que quand vous êtes scolarisé dans un lycée de banlieue, entre guillemets, il y a très peu de mixité sociale. Et du coup, il est vrai qu'à certains moments, en fait, parfois, le message qu'on peut laisser entendre, c'est on va peut-être diminuer le niveau à certains moments. On ne se rend pas compte de certaines réalités. Mais comment vous expliquez que ces jeunes, justement, subissent ce système-là, qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ça, on les voit bien, on reçoit ici beaucoup de gens qui sont extrêmement motivés, des professeurs qui sont absolument géniaux, qui ont envie de participer à cette égalité des chances, des assos comme la vôtre, justement, qui fait beaucoup pour ça. Comment on peut constater encore ce problème, ce déficit ? Vous alliez réagir ? Non, je vous en prie. Je pense qu'il y a un manque de moyens. Et puis, il y a des sentiments en fait, qui sont traversés par les jeunes d'autocensure, d'illégitimité. Je dis souvent que les barrières sociales créent des barrières psychologiques. Et en fait, on se refuse d'accéder à certains domaines, à certains secteurs. Et ça se perpétue en réalité d'année en année. Et puis, il y a des réalités que je ne vous apprends pas, des professeurs qui vont être peu formés, qu'on va envoyer dans des zones assez compliquées. Oui. Et finalement, c'est un concentré d'inégalités et de difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on essaye de changer le système, mais c'est un peu compliqué. Oui, on parle des établissements, des parents, ok. Non, justement par des parents, et c'est là où je veux en venir. On ne parle pas, je trouve, assez de la responsabilité des parents dans ce décrochage scolaire. Est-ce que vous avez justement un discours pour aller voir les parents et leur dire, écoutez, maintenant, là, vous avez quand même, vous aussi, l'État ne peut pas tout faire, l'école ne peut pas tout faire, et vous avez une responsabilité dans le devenir de vos enfants. Il faut qu'ils en soient conscients aussi. Est-ce que vous allez les voir ? Est-ce que vous les mettez parfois face à leurs responsabilités ? Alors à Banlieue School, on part du principe que on dit souvent il faut tout un village pour éduquer un jeune. Et en réalité, on est dans la co-construction. Ça veut dire qu'on va autant construire nos programmes avec les parents qu'avec les professeurs, qu'avec des acteurs externes comme des entreprises. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner à la parentalité, puisqu'en réalité, les parents sont... je trouve, très investis dans la scolarité de leurs enfants. Mais ce qui peut peiner, c'est le manque d'informations. C'est aussi la peur parfois d'entrer au sein des établissements scolaires parce qu'on y parle un certain vocabulaire et parfois les parents se disent je ne comprends pas tout, j'ai peut-être pas fait autant d'études, donc je ne suis peut-être pas légitime à accompagner mon enfant. Et donc, on permet en l'occurrence à chaque parent dont on accompagne les jeunes d'être formé. Et de savoir comment se passe Parcoursup, quels sont les choix d'orientation qui peuvent s'offrir à leurs enfants, et puis surtout de leur permettre d'avoir un espace où la parole va être libérée et de permettre aux parents justement de pouvoir parler de leurs problématiques. On invite aussi des professionnels qui peuvent être des psychologues, qui peuvent être aussi même des professeurs, des acteurs de l'éducation. Et l'idée, c'est de faciliter le dialogue entre tous ces acteurs. Puisque c'est ce qui pêche aujourd'hui. C'est ça. Les parents, les proviseurs, les professeurs communiquent très peu ensemble, alors qu'on devrait tous être réunis autour du jeune pour lui permettre justement de réaliser ses objectifs, d'être épanoui. C'est de dire qu'il y a trop de jeunes et qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde de façon personnalisée. On l'entend cet argument depuis 30 ans, 40 ans. Donc c'est très compliqué finalement. Mona Amirou, vous êtes un exemple pour beaucoup de jeunes. Et la preuve, vous le dites, ça a été compliqué pour vous. Vous arrivez dans un système dit supérieur où vous dites j'ai un écart de langage, en tout cas un écart de niveau. Et pour autant, vous devenez professeur de sciences économiques et sociales. Donc vous réussissez. Et c'est là où vous vous dites il faut absolument que je transmette ça, non seulement ce goût pour les sciences éco, mais en plus la possibilité que oui, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Oui, on peut s'en sortir. Après, j'ai toujours été passionnée par les questions d'éducation, par la transmission du savoir et par l'économie. Donc pour moi, il a été logique à un moment donné de devenir professeur. Et puis, il y a toujours aussi cette envie de se dire, je suis passée par un certain nombre de difficultés. Donc si je peux permettre aux jeunes qui arrivent de pouvoir justement surmonter ces difficultés plus rapidement, il faut que je le fasse.
Alors justement, tous ceux avec qui vous travaillez, entrepreneurs, salariés, toutes les personnes qui sont mentors et qui font partie de l'ONG Banlieue School, vous dites... On peut y arriver, on peut s'en sortir. Mais de quelle manière vous les invitez justement à connaître ces différents métiers? Parce qu'une heure, c'est formidable, un atelier pour pouvoir comprendre ce qu'est un artisan ou un type qui monte une start-up, mais ça n'amène pas à grand-chose. Est-ce que vous proposez des stages, vous proposez des choses qui amènent justement nos opportunités? Oui, on permet des stages. Après, l'idée de Banlieue School, c'est aussi de permettre d'apprendre par l'expérience. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on co-construit un certain nombre de programmes. On en a un, pour le coup, qui est celui d'accompagner des jeunes porteurs de projets. Donc, ils ont entre 12 et 17 ans. Et finalement, ce qu'ils veulent, eux, c'est contribuer aux solutions de demain. Et l'idée, c'est de pouvoir leur dire, OK, tu as une idée en tête. Il y a une cause qui te dépasse sur laquelle tu as envie d'agir. On va t'accompagner 8 mois, justement, pour passer de l'idée à la concrétisation de quelque chose de concret. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que tout au long de la réalisation de son projet, le jeune va développer un certain nombre de compétences, découvrir un certain nombre de secteurs, même des vocations. Et finalement, par cette expérience-là, il va se dire, OK, tiens, j'ai une appétence pour le marketing, pour la communication ou pour l'architecture. Je vais peut-être demander à Banlieue School d'être mentoré par un professionnel de ce domaine-là pour en savoir un peu plus. Et puis, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que les professionnels invitent les jeunes une journée au sein de leur travail pour qu'ils puissent découvrir, je dirais, en grandeur nature, leur métier. Vous avez dit un mot très intéressant, c'est entrepreneur. Est-ce que finalement la meilleure égalité des chances, si vous êtes professeur de sciences éco, la meilleure égalité des chances, c'est pas finalement de créer sa boîte, parce que sa boîte, finalement, c'est le marché, c'est le consommateur qui nous dit si on peut y aller ou si on peut pas y aller. Quel est votre discours pour... Je grossis, hein, évidemment. Bien sûr. Mais quel est le discours que vous avez face à ces enfants qui ont peut-être l'image du salariat, en leur disant, mais il y a d'autres façons de faire, et celle d'émerger, c'est aussi d'être votre propre patron et de créer quelque chose. Est-ce que vous avez ça aussi? Est-ce que vous impulsez? Alors, on l'impulse en quelque sorte, mais après, l'idée, c'est de pas de promouvoir non plus l'entrepreneuriat, mais plutôt de se dire, entreprenez votre vie. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ces jeunes, souvent, ont un sentiment d'illégitimité, d'autocensure, et le fait de leur permettre de travailler par la pédagogie, par projet, par l'action, ils vont se dire, tiens, je suis capable de faire, en fait. Là, j'ai pu décrocher une opportunité, j'ai pu parler à telle personne. Donc là, j'ai l'impression que finalement, je peux définir des objectifs, avoir une vision et aller au bout de ce que j'ai envie de faire. À quel âge vous avez su que vous vouliez devenir professeur de sciences éco? Très jeune, je pense au lycée. Lycée, c'est pas si jeune. Ouais, c'est aujourd'hui, avec Parcoursup, on demande à des jeunes de 4e ou de 3e de savoir ce qu'ils vont faire. Ouais. Est-ce que justement, c'est là où je veux en venir, c'est l'orientation. Est-ce que vous pensez que c'est possible, si jeune, de décider de son avenir, de son futur? Non, je pense pas. Et je pense que, et pour le coup, l'orientation, c'est un vrai stress, en fait. Autant pour les familles que pour les élèves. Mais nous, ce qu'on leur dit, pour dédramatiser la situation, c'est qu'on est comme on sera et on est des générations qui feront plusieurs métiers tout au long de notre vie. Et l'idée, c'est de se dire, OK, peut-être que vous allez choisir à ce moment-là ce secteur-là, mais en réalité, vous allez pouvoir aussi changer tout au long de votre vie. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Pas d'inquiétude, ça, on ne sait pas, ils ne sont pas inquiets parce que quand même c'est vachement flippant. Non, moi je trouve qu'en 4e, 3e, c'est difficile. Comment faire pour justement ne pas subir l'orientation mais la choisir? Parce que c'est grâce aussi à vous, à une ONG comme Banlieue School, qu'on peut se permettre de se dire à un moment, voilà, par exemple, moi je reviens souvent à ça parce que c'est des métiers qui ont été un peu oubliés pendant un temps et qui maintenant reviennent, qui sont les métiers d'artisanat. Mais se dire à un moment, j'ai envie, ou alors je sais pas moi, on aime les bagnoles, tiens, on va devenir carrossier, etc. Bon, se dire, on va se remettre dedans et on va retrouver la motivation et l'envie d'apprendre, de transmettre et surtout de se motiver pour un métier. Après, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est la connaissance de soi. Et ce que je peux voir entre différents établissements, c'est que plus l'orientation est travaillée assez jeune, plus justement aussi on va capitaliser sur pas mal de choses qui vont aider à la connaissance de soi, et plus le jeune sera rassuré par rapport à son orientation. En tout cas, ça va faire émerger une appétence, des goûts qui vont lui permettre d'être un peu plus serein et de trouver sa voie. Donc je pense qu'il faut travailler l'orientation très jeune. En tout cas, passer par l'information. Mais la connaissance de soi, c'est long. Oui, c'est vrai. Et c'est difficile en groupe. C'est-à-dire souvent, c'est souvent un face-à-face. Vous prenez le temps de cela aussi? Bien sûr. Face à Banlieue School? Banlieue School, oui, bien sûr. Oui. On fait en sorte que déjà Banlieue School, le lieu en lui-même, soit un espace où le jeune va pouvoir parler de ses problématiques, de ses inquiétudes.
Et puis surtout, il va pouvoir se découvrir à travers un certain nombre de projets, d'expériences qu'on va essayer de lui proposer tout au long de sa scolarité. C'est aussi un endroit où on peut parler tout simplement de banlieue, parce qu'on ne parle pas que d'école, on ne parle pas que d'orientation. Absolument. Parce que la banlieue, moi j'ai grandi aussi, etc. C'est des endroits où ça peut être très joli, très sympa, et pas forcément ce qu'on décrit tout le temps dans les infos. Mais ça peut être aussi des moments pas faciles. C'est aussi un échange que l'on fait aussi... dont on a besoin, en dehors du cadre scolaire et du cadre familial. Oui, clairement. Et je pense qu'ils en ont besoin puisqu'ils nous le demandent. Souvent, c'est est-ce que vous serez là-bas? On a envie de venir. Parce qu'il y a une vraie volonté de libérer la parole. Que ce soit sur ce qu'on vit au quotidien et sur notre scolarité, sur ce qui se passe globalement en banlieue, justement. Mais même en milieu rural. Bien sûr. Parce que banlieue school, ça peut être aussi city school, c'est-à-dire que ces problématiques, elles ne sont pas précisément sur la banlieue, elles peuvent être aussi pour la ruralité, pour les grandes villes. Il y a vraiment de quoi faire chez tout le monde. C'était simplement ce que je voulais rajouter. Merci Mona Miorouge d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Banlieue School. Co-fondatrice même. Co-fondatrice, pardon. Moi je dis fondatrice comme ça. On vire l'autre. C'est vous qui êtes là, après tout. Co-fondatrice, pardon, de Banlieue School. Mais on peut dire le nom alors du coup. Oui, Abdelali El-Badawi, qui est aussi le fondateur de Banlieue Santé. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Donc une ONG qui lutte pour l'égalité des chances et enfin, on espère un jour pouvoir parler réellement d'égalité des chances sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. C'est à vous, cher Loïc. Oui, allons-y. Cher Loïc. Bonjour. Bonjour. Comme je suis contente de vous retrouver. Alors, on va partir ensemble direction l'Afrique du Sud où... c'est moins drôle, les écoles ferment les unes après les autres. C'est un très triste mouvement, c'est vrai, qui s'est amorcé depuis de longues années déjà. De nombreuses écoles primaires et collèges publics ferment leurs portes à Johannesburg et plus précisément encore à Soweto, qui est un township qui est situé au sud-ouest de la ville. C'est quoi exactement un township? Alors, un township, c'est comme une ville dans la ville. Administrativement, c'est un quartier, en fait, administrativement, effectivement, mais un quartier qui s'étale sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Un quartier extrêmement pauvre, mais genre vraiment très pauvre, type limite bidonville. Celui de Soweto, il a été créé dans les années 1930 par le gouvernement blanc pour y parquer, c'est le mot, pour y parquer la population noire et indienne du pays. Et quand je vous disais que c'est carrément une ville dans la ville, il faut savoir que Soweto est le plus grand township d'Afrique du Sud avec plus d'1 million d'habitants. À titre de comparaison, Marseille, qui est la deuxième ville la plus peuplée de France, elle fait 870 000 habitants. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Aucun lien entre favela, bidonville et Marseille. Hein. Absolument pas, bien pour évidemment. Les mauvais esprits. Non, c'est juste pour 1 million Soweto et 870 000 Marseille. C'est pour dire que ce n'est pas qu'un quartier. Enfin, administrativement, ça l'est, mais c'est vraiment une immense ville dans la ville. Donc à Soweto, la population est très pauvre, laissée pour compte. Elle a que très très peu accès aux services publics, aux loisirs, aux hôpitaux. Il y a une insécurité incroyable, de la drogue endémique. Bref, c'est vraiment ce qu'on peut imaginer de pire. Et c'est pour ça que les écoles ferment? Alors, oui et non. Déjà, il faut préciser quelque chose, c'est que ni le gouvernement ni la ville de Johannesburg ne préviennent les habitants quand les écoles ferment. C'est-à-dire que les élèves se réveillent un matin, ils vont à l'école et ils se rendent compte qu'elle est fermée, tout simplement. Et c'est une violation totale de la loi sud-africaine qui dit, je cite, « Lorsque la direction d'une école décide de fermer son établissement, elle doit organiser une réunion dont l'ordre du jour, le procès-verbal et les registres de présence doivent être conservés. Tous les parents doivent parvenir à un consensus et une réunion de quartier préalablement annoncée dans le journal local doit être organisée pour expliquer et débattre des raisons de la fermeture. » Et c'est pas appliqué, c'est pas fait? Ben non. En fait, si on en croit le Daily Maverick, qui est un quotidien sud-africain qui est installé à Johannesburg, ce n'est jamais le cas, ou presque. Preuve une fois encore de cet abandon en fait, que ressentent les habitants de Soweto, qui sont en fait presque en autogestion. Ils attendent vraiment plus rien des autorités depuis de longues années. Et alors, c'est quoi les raisons de ces fermetures? Alors, on y vient. Selon le porte-parole du ministère de l'Éducation, elle s'explique par un nombre d'inscrits bien inférieur à ceux des autres établissements, mais aussi par des classes à plusieurs niveaux qui sont très difficiles à gérer et qui nivellent tout en fait par le bas en termes d'apprentissage, et puis même la localisation de certaines écoles sur des terres agricoles. Et donc, du coup, il fallait les vider, les raser pour pouvoir planter par-dessus.
Et alors que deviennent les enfants du coup? Les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de choix. Alors soit ils vont dans d'autres établissements qui sont bien plus loin de chez eux, donc forcément la plupart du temps ils n'y vont pas, ils arrêtent l'école. Ils peuvent bénéficier d'un enseignement qui est dispensé par des associations locales, ou alors profiter d'initiatives d'entrepreneurs qui créent des sortes de sanctuaires de connaissances. C'est le cas par exemple du Soweto Book Café, qui est à la fois une bibliothèque, un centre d'alphabétisation et une salle de classe. Et en fait le fondateur il récupère des livres, des cahiers là où il peut et il les met à disposition de la population. Donc ça c'était évidemment pour les élèves, pour les enfants. Les établissements eux-mêmes, les locaux, ils deviennent quoi? Quand ils ne sont pas squattés par des marginaux, des drogués, etc., des bandes aussi, beaucoup ça devient des QG de bandes, certains d'entre eux sont transformés par des associations locales. Donc on y installe des locaux de jeunes entreprises, des services de garderie, des ateliers de jardinage, des centres de désintoxication, beaucoup. Et puis la journée, ils servent aussi à organiser des offices religieux. Mais une fois encore, c'est les habitants qui se débrouillent tout seuls pour ouvrir tout ça et pour ressusciter les écoles vidées de leurs élèves et leur donner une seconde vie. Mais ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que les écoles sont délaissées par le gouvernement depuis de longues années. Certaines n'avaient pas de sol. C'est ce qu'on appelle les mud schools. Mud, c'est la boue. C'est-à-dire que les enfants étudiaient les pieds dans la boue. S'il pleut, ils avaient les pieds dans la boue. C'est complètement horrible. Les classes étaient complètement surchargées, il n'y avait pas assez de professeurs. Certaines écoles manquaient de livres, de crayons, de papier, de cahiers. Certaines n'avaient même pas l'électricité, ni même Internet, bien évidemment. Il n'y avait même pas l'eau courante dans certaines. Donc les enfants ne pouvaient même pas ni boire, ni aller aux toilettes de façon décente. Donc voilà, la situation est assez catastrophique dans ces townships. Il y en a à Johannesburg, mais il y en a aussi à Cape Town, il y en a un petit peu partout. Donc c'est vraiment catastrophique et c'est principalement, malheureusement, pour les populations noires, puisque les populations blanches, elles, étudient dans des écoles dignes de ce nom et la plupart du temps privées. Et oui, parce que ces enfants, effectivement, ces townships ne peuvent pas aller étudier ailleurs dans d'autres quartiers, faute d'argent pour le déplacement, parce que leurs parents aussi travaillent à côté ou ne travaillent pas et sont dépendants. Et puis, il faut le dire, parce qu'il y a une discrimination qui est toujours présente. Et oui, entre noirs et blancs. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Loïc pour cette chronique qui est toujours intéressante. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Elle accueille Laure Mestret aujourd'hui. Regardez. Et si je te demande un souvenir d'écolier précis, une anecdote? J'en ai plein, mais non, tu te souviens? Enfin, je me souviens quand j'avais 15 ans au collège. Oui, 15 ans au collège. Oui, c'était la période où le hip-hop venait un petit peu en France. Donc, pendant les heures de pause, on allait dans la salle de perm et on s'entraînait à faire du break et tout. Donc, c'était de très très bons souvenirs. Et tu t'étais fort? Ouais, franchement, par exemple. Tu avais des aptitudes à la danse, tu as gagné Danse avec les stars. Ouais, mais c'était sur des danses de salon. Rien à voir. Ouais, j'ai pas fait de danse de salon, je me suis pas entraîné au foxtrot à 15 ans dans une salle de... Ça aurait été pas super bien vu, je pense. Ouais, non. Et justement, les amis que tu as gardés de l'enfance, quand ils te voient participer à Danse avec les stars, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, je les ramenais, hein. Ah, tu les as ramenés? Je me souviens, avant chaque danse, je me souviens, dans ma salle, tu vois, on appelait ça dans ma loge, on était 5, 6, voire jusqu'à 10. Je jouais au Uno avant d'aller danser, j'avais ma petite chicha. Je ramenais un maximum de monde et j'amenais tous mes potes, tu vois. Et je demandais à droite à gauche si certains ne ramenaient pas leurs accompagnants. Donc je récoltais un maximum de places et on était des fois 10 dans ma loge à jouer au Uno avant d'aller danser, tu vois. Mais jamais stressé, tu vois. D'ailleurs, Denitza est donné ouf. Mais pourquoi tu stresses pas? Toi, t'es jamais stressé? Rarement. T'étais pas un élève stressé? Non, mais j'ai su avec l'expérience gérer mon stress, mais c'est rare, tu vois. Bon, forcément, dans le premier prime, j'étais un peu stressé, mais au final, je prenais du plaisir, tu vois, le stress, ça me procurait du plaisir. L'adrénaline me donnait du plaisir, et toujours maintenant d'ailleurs. Et avant un examen à l'école? Non, tu vois, non. Enfin, maintenant, surtout moi, avant aussi, je stressais quand même. Ah, tu révisais ou tu pas? vois, oui, bien sûr, mais tu vois, avant par exemple une compétition de boxe française, parce que j'ai fait la compétition, j'étais un peu stressé, même pour certaines danses et tout. T'as toujours ce petit cœur qui palpite, mais maintenant, je me dis, tiens, voilà, j'ai rien à perdre, je pense pas, il y aura pas mort d'homme, donc je stresse pas, je suis relax. C'est un peu la philosophie que tu transmets dans ton livre. Ouais, c'est ça. T'as arrêté tes études à 19 ans? Avant ça, j'ai arrêté 17-18 ans pour travailler assez tôt. J'avais comme rêve de voyager, tu vois, j'avais comme but d'aller faire... T'as pas passé le bac alors? Non, j'ai fait BEP Compta. Ouais. Et je me voyais pas à l'école jusqu'à 23-24 ans.
Donc je me suis dit, tiens, je vais travailler tôt pour vivre de mes passions et de mes rêves. Donc j'ai commencé la danse assez tôt, je me suis fait de l'argent assez tôt, donc j'ai travaillé... Avec la danse? Oui, avec la danse, avec le graffiti aussi. Donc j'ai travaillé assez tôt pour pouvoir financer mes voyages, parce que je rêvais de voyager. Donc je me suis fait New York... Et avant, tu n'avais pas eu l'occasion de les faire, les voyages? Non, j'ai pas mes parents qui me donnaient de la thune pour aller où je voulais. Donc l'argent, il fallait que je me le fasse sous moi-même. Donc j'ai préféré travailler en faisant, du propre, parce que là où j'habitais, on aurait pu sur l'argent autrement. Ouais. Donc voilà, j'ai été médiateur de quartier, j'ai fait une formation d'animateur, j'ai passé mon BAPAT, donc animateur jeunesse, tout ça. Et donc j'ai travaillé, et dès que j'avais de la thune, je voyageais. Et tu faisais du mannequinat aussi très tôt? Et ouais, j'ai commencé le mannequinat à 22 ans. Donc j'avais contacté un photographe qui m'a fait un book, etc. Et je me suis dit, tiens, vas-y, j'ai un book et je vais démarcher toutes les agences qu'il y a dans Paris. Je me suis pris des gros bâches, il y en a m'ont ouvert les portes. Ah ouais. Oui, c'est bon, des métis, on en a assez, allez hop, bye, oh, t'es trop musclé, ou tu vois, je me suis pris des bâches, mais bon, c'est pas ça qui me freinait à démarcher. Donc certaines agences m'ont pris. Et voilà, donc à l'audace, j'y suis allé comme ça, comme quoi. Et tu as fini par signer un vrai contrat dans une agence de mannequinat? Ouais, même dans plusieurs, hein, des agences commerciales, des agences un peu plus de défilés, mais pas trop haute couture parce que j'étais déjà trop petit, hein, il faut être assez grand, et j'étais un peu musclé aussi. Donc voilà, c'est surtout des agences commerciales. Donc j'ai fait des pubs pour plein de marques, hein. J'ai fait Nike, j'ai fait Guess, j'ai fait des trucs super sympas, même pour PlayStation, voilà, des trucs hyper des cool. grandes marques quand même. Ouais, ça va. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Laurent Mestré, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, et à demain. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Sylvie, comment identifier que son enfant a des difficultés récurrentes concernant les apprentissages, quand les parents doivent s'alerter, si je puis dire? Ouais, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est récurrent, le mot clé. Hein. Quand on voit que ça dure dans un certain temps, on peut commencer à se poser des questions si c'est une difficulté d'apprentissage, ou peut-être si encore ça perdure malgré les interventions qu'on peut mener grâce à une aide. Là, on peut se poser la question si c'est pas un trouble. Comment on sait si c'est un trouble ou un manque de concentration, Angélique? Eh bien déjà, on va avoir, donc, comme on disait, des alertes. C'est-à-dire que ça va se passer à l'école, mais ça va pas se passer qu'à l'école. Il va aller au tennis, au basket, au foot, et puis on va dire, oh, il est intense, votre enfant. Et puis, chez la nounou, chez petit, voilà, il va y avoir ça. Et puis, on va lui demander des choses, puis il va oublier, etc. Ça va vraiment être dans plusieurs domaines. Et puis, à un moment, quand on va avoir tous ces éléments, hein, on fait des séances de diagnostic, où on pose plein de questions aux parents, mais ça, c'est pas spécifique à l'orthopédagogie, hein. Une orthophoniste ferait pareil, une ergo ferait pareil. On va dire là, il y a quand même beaucoup de choses, on va avoir besoin d'un bilan plus poussé. Aujourd'hui, vous êtes dans ce qu'on appelle un micro-collège. Absolument, c'est ma première année en micro-collège, ça a été difficile de quitter la SECPA parce que c'est vraiment une section où j'ai vécu énormément de belles choses. Très marquante. Le micro-collège, c'est différent. C'est une nouvelle aventure. C'est une structure qui est naissante. On en trouve 10 pour l'instant à Marseille. Il y avait les micro-lycées qu'on connaissait un peu. Absolument. Il y en avait à Sénart, etc. Donc 10 à Marseille. Voilà, 10 micro-collèges à Marseille. Et on s'inspire de ce qui a été fait, notamment pour les micro-collèges en Seine-Saint-Denis, à Amiens. Et on tente d'aller de l'avant, de faire naître une structure qui va répondre aux besoins de ces élèves-là. Micro, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais il y en a combien? Il y en a 15. Il y en a 15, donc c'est une structure qui ressemble en termes de nombre à ce que j'ai connu en SECPA. Et je suis l'enseignant de toutes les matières et je suis quand même entouré d'enseignants qui vont participer à des projets pour essayer de raccrocher ces élèves, tandis que moi je vais les préparer à des échéances très concrètes, brevets professionnels, CFG, histoire de trouver une orientation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui distingue les élèves de micro-collège des élèves de SECPA? La plus grande distinction, elle est très concrète, c'est que la SECPA concerne la grande difficulté scolaire. C'est un critère institutionnel des difficultés graves et persistantes. Hein. Le micro-collège, c'est beaucoup plus hétérogène, c'est-à-dire que ça concerne tous les élèves qui ont décroché ou qui sont en voie de décrochage, c'est-à-dire qui présentent un gros taux d'absentéisme qu'on a un peu perdu de vue et qu'on va aller chercher grâce à la MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire,
grâce aux missions locales, au CIO, à tous ceux qui arrivent à garder un lien avec ces élèves-là. Donc si je caricature un peu, c'est l'équivalent de la frange la plus complexe des élèves de SECPA qu'on retrouve en micro-collège. C'est un peu ça, c'est plus complexe et qui va au-delà, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur la grande difficulté scolaire, on est parfois aussi sur les troubles scolaires anxieux. On a des élèves qui sont très performants, qui obtiennent des très bonnes notes. Ça, vous en parlez déjà dans les décrochés. Absolument, oui. Et pourtant, on n'était plutôt pas forcément en micro-collège à l'époque. On n'était pas en micro-collège et je ne savais pas que j'allais atterrir en micro-collège. Quand vous avez écrit le bouquin. C'est le destin. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de trouver les bons drivers, les bons arguments qui vont faire que, justement, ces jeunes femmes, ces jeunes filles vont pouvoir, Jennifer, rallier le jeu vidéo et surtout les formations pour en devenir des talents en part entière. Comment est-ce qu'on identifie justement les freins qui empêchent parfois peut-être ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont gameuses, qui sont des athlètes de e-sport ou de futurs aussi game designers ou des futurs produits marketing. Comment est-ce qu'on les aide justement à sauter le cap ? En fait, je pense qu'il y a un gros souci de manque de confiance en les filles qui jouent aujourd'hui. Déjà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne vont pas se reconnaître, qui ne vont pas se revendiquer comme étant des gameuses, parce qu'elles vont se diminuer. En fait, elles vont se dire « Oh bah, je joue, mais en fait, je joue que à tel type de jeu. » Ou alors « Oh là là, en fait, je ne joue que occasionnellement. » Alors qu'elles sont des gameuses tout court. Si on demande au studio, il existe plusieurs catégories de joueurs et de joueuses, et elles appartiennent à ces catégories. Donc déjà, c'est les rassurer et leur dire qu'elles peuvent tout à fait revendiquer le fait d'être effectivement des joueuses. Ensuite, il y a tout un travail effectivement de mise en confiance à faire parce que les femmes font face à ça dans le monde de la tech et dans plusieurs autres domaines où elles ne se sentent pas forcément légitimes à candidater à des offres d'emploi, à se mettre en avant, à bien se vendre aussi. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation et d'accompagnement et je pense que si c'est effectivement quelque chose que vous faites dans l'école, c'est un travail qui est effectivement nécessaire. Donc, nous, avec Afrogameuse, l'objectif, c'est déjà d'avoir une discussion au quotidien. On a créé une plateforme qui va permettre de s'entraider et de discuter des problématiques qu'on vit au quotidien, effectivement concernant la toxicité, mais aussi comment on fait pour aller plus loin, comment on fait pour aller au-delà de ça. Et donc ça va résulter en le fait de mettre en avant des rôles modèles. Donc lorsqu'on organise des événements, lorsque on va mettre en place sur notre site une page qui va s'appeler « Elles font le game ». Et cette page-là, elle va justement mettre en avant des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui peuvent devenir des intervenantes pour un quelconque événement ou même devenir consultantes pour des studios en manque de talent. Et on va aussi mettre en avant des créatrices de contenu, des streameuses, qu'on ne voit pas tant que ça non plus finalement sur Twitch notamment. Et on se rend compte que tout ce travail de mise en avant de rôle modèle est hyper important parce que c'est vraiment important pour ces femmes-là de se projeter vers l'avenir. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT, cher Loïc. Oui, c'est passé vite encore. Hein. Oui, comme à chaque fois. Ben oui. Mais on vous retrouve la semaine prochaine. Oui, lundi, oui. Moi, ça va, alors on est rassurés. Nous, on se retrouve demain, même heure. Vous nous écrivez, on vous répond. Schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Aujourd'hui, à la réalisation, Kylian Soula, au son, Thibaut Gouril-Lafont, Colline Hamel au maquillage, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Un gros bisou à vous tous et à demain.